Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles-William Goldnadel, avec Hélène Rouet, avec Éléonore Carrois, ministre déléguée chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Nous en étions au chapitre de l'aide publique au développement et Hélène Rouet faisait le catalogue des différentes aides publiques au développement. Et je vous demandais, Éléonore Carrois, nous vous demandions ici, tous à table, même si Gilles-William n'a pas parlé, mais enfin la question est également dans sa bouche, est-ce que c'est le bon timing de faire ça, ou est-ce qu'on ne devrait pas, dans la situation financière dans laquelle on est, mettre tout ça entre parenthèses ? Non, mais comme j'étais en train de vous le rappeler, prenons juste quelques chiffres. L'aide publique au développement, que, encore une fois, on devrait appeler investissement, parce que si c'est pas un investissement, ça sert à rien et on ne devrait pas le faire. Cet investissement solidaire, qu'on fait d'ailleurs en grande partie pour nous, pour prévenir les maladies, pour prévenir le narcotrafic, pour prévenir des migrations de masse, et ben cet investissement qu'on fait, ça représente 0,2% du budget de l'État cette année. 0,2%. Et on est en train de parler d'ailleurs un financement qui se fait à 85% sous la forme de prêts. 85%. On n'a pas donné 1 euro de subvention en Chine depuis 2021. Donc ces exemples, moi je veux bien, moi aussi quand je lis certains intitulés, je me pose des questions et il n'y a pas de petits montants. Même 1 million par-ci, 3 millions par-là. Je vais vous dire, ce qui importe, c'est de faire des choses qui ont de l'impact. On n'est pas attendu. Sur ces territoires-là, il y a la Chine qui investit, qui construit des ponts, qui construit des autoroutes et qui crée de l'influence, qui gagne de l'influence. Et il faut qu'on puisse rester influent. Il faut qu'on puisse aussi créer des marchés pour nos entreprises françaises. Je vous rappelais aussi ce chiffre. Que nous. Oui, mais au-delà de ça, on a envie de créer des marchés pour nos entreprises françaises parce que c'est aussi des emplois en France, parce que c'est aussi des perspectives et des débouchés pour ce que nous savons faire, pour les fleurons de l'industrie française. Et quand vous avez, par exemple, un marché sur 2 qui sont remportés par des entreprises françaises, ben vous vous rendez compte de l'impact direct que ça a. Et quand vous regardez aussi tout l'écosystème de justement cette solidarité internationale, les emplois que ça représente sur nos territoires, vous vous dites c'est un investissement. Et si on ne le faisait pas ? Parce qu'il y a la question, on pourrait se dire, les États-Unis, ils ont démantelé USAID. Finalement, pourquoi est-ce que la France ne démantèlerait pas son investissement solidaire ? J'insiste sur la sémantique. Parce qu'en fait, si on cesse, surtout de manière brutale, d'investir dans la santé globale, dans la prévention des maladies, dans des vaccins, d'ailleurs, notre industrie pharmaceutique est aussi évidemment éminemment impliquée dans ces questions-là. Il y a aussi des retombées économiques directes. Si on arrête de le faire, il y a des épidémies qu'on va voir revenir ici parce qu'il y a des sujets qui sont des enjeux globaux. Et oui, sur la, mais pour le coup c'est très, non, je mélange rien du tout. C'est très documenté. Et ce que je veux vous dire, c'est que quand on essaye d'investir, si on supprime l'aide publique au développement, on va avoir des épidémies demain comme ça. Si on arrête tous les bailleurs de fonds aujourd'hui d'investir dans la vaccination. Sur le catalogue qui est immense de l'aide publique au développement, on devrait peut-être faire des choix qui sont prioritaires. Mais c'est exactement ce que je porte. C'est exactement ce que je porte et ces choix prioritaires dans la santé, dans la protection des Français. Avec plaisir, mais vous m'interrogez sur un sujet important. Gilles-William, il n'a pas grand-chose à dire, il ne veut pas être désagréable, mais tous les bailleurs de fonds, peut-être, mais pardon, la France, je suis un esprit simple. Je ne vois pas comment un débiteur en quasi-faillite peut prêter. Ça me paraît un non-sens total en matière économique. Et quelque part, 310 milliards et quelque part, pour le moment, ça a quelque chose d'un peu indécent, je vous le dis. Alors, là où je voulais quand même approuver ce qu'a dit la ministre, c'est sur le problème entre la Russie et l'Ukraine. Il faut pas croire que ça soit un triomphe pour M. Poutine, qui a agressé l'Ukraine. Pardon, mais enfin, il progresse mètre par mètre. Il pensait qu'il aurait Kiev en 15 jours. Je l'ai dit. Il pensait il procède mètre par mètre. S'il peut s'en sortir comme ça, en gardant le Donbass, et entre nous, soit dit, la Crimée et le Donbass, ça me paraît pas forcément totalement ukrainien. Je pense que ça serait finalement, les choses étant ce qu'elles sont dans ce pauvre monde, un accord qui pourrait satisfaire tout le monde, mais vouloir diminuer par 2 l'armée ukrainienne, ça serait assez scandaleux. Éléonore Carrois, vous avez abordé la question du narcotrafic. Est-ce que, d'un côté, vous me parlez de l'aide publique au développement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut freiner le narcotrafic par ce biais-là, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt regarder de plus près le rapport très circonstancié des sénateurs Jérôme Durain et Étienne Blanc, qui ont mis par écrit
des choses qui sont graves, comme par exemple, il y a des complicités chez les dockers, on laisse passer, on laisse entrer en fait cette marchandise en France. Est-ce que vous avez le prisme international, puisque avant d'être ministre, vous avez été député des Français de l'étranger pour la zone Mexique, Amérique latine et Caraïbes. Est-ce que c'est pas ici, sur le sol français, qu'on devrait davantage, justement, s'il y a des investissements à faire, est-ce qu'ils ne sont pas au plus près de chez nous ? La drogue, elle n'est pas produite sur notre territoire hexagonal, en tout cas. Vous voulez aller en Colombie en disant on va arrêter la drogue ? Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut s'attaquer à ce problème qui est un problème international. Mais comment est-ce que vous voulez lutter contre le narcotrafic à l'international ? Expliquez-moi. Typiquement, là, on donnait l'exemple des champs de substitution. Ça, c'est déjà, vous réduisez la quantité de marchandises qui part vers l'Europe. Vous avez aussi des scanners qui sont mis, non pas quand le bateau arrive en Europe et lorsque la marchandise est au plus près des consommateurs européens, mais qui ne part pas des différents ports. On a investi dans le port de Guayaquil, par exemple, dans ces scanners. Et donc ça, c'est des choses... D'ailleurs, c'était pas, je le dis, ce n'était pas des subventions, c'était des prêts qui d'ailleurs ont été remboursés. Et c'est important de regarder dans l'intégralité. Quand on parle d'investissement, c'est un investissement pour que justement ces filières-là soient stoppées avant même de partir. Moi, je trouve ça plus efficace que la drogue n'arrive pas sur le continent européen, plutôt qu'on doive la stopper à Marseille. Après, si on regarde Le Havre et Marseille, évidemment qu'il y a des choses et des investissements à faire. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un budget et qu'on a besoin de pouvoir faire des investissements, notamment dans notre sécurité. Parce que ça, c'est des choses qu'on n'avait pas fait nécessairement en 2025 ou en 2024 et qu'on prévoit de faire en 2026. Donc, évidemment qu'on regarde ce que font les sénateurs, évidemment qu'on regarde ce que font les députés. Évidemment que, d'ailleurs, la loi narcotrafic qui a été votée cette année, c'était une loi d'initiative parlementaire. Donc, le gouvernement est évidemment à l'écoute du travail que font les sénateurs et les députés. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que pour cela, il faut que vous puissiez avancer, il faut que vous ayez un budget, et donc il faut évidemment que ces investissements puissent être faits. Loi narcotrafic ou pas, en attendant, vous avez vu la situation à Marseille, on en fait état tous les jours, nous, sur Europe 1, c'est loi ou pas loi, en attendant, il y a des règlements de compte tous les jours, c'est extrêmement difficile. Et absolument, et raison de plus pour devoir investir, notamment avec 1400 policiers supplémentaires qui sont prévus dans le budget et qui devraient pouvoir être déployés si le budget passe. Et j'insiste sur la question du budget parce qu'on a tendance à dire, bon, finalement... Alors ce budget, voilà, on a tout entendu. Vous y croyez ? Écoutez, moi je vous dis, c'est nécessaire qu'il passe. Et beaucoup entendu. Ça, on le sait, il faut un budget avant le 31 décembre. Mais comment la question, c'est comment ? Mais c'est important de le redire. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu est allé en réunion de groupe EPR. Je ne sais pas si vous étiez à ce moment-là présente, puisque maintenant vous êtes ministre. Mais il a dit, voilà, j'en ai un petit peu assez de cette musique qui laisse croire que c'est une loi spéciale qui va régler les problèmes. Donc en fait, pas de 49.3, pas de loi spéciale. Tout ce qui reste, c'est les ordonnances. Non, là on est un peu à la mi-temps. Hein. Si on prend ça comme si c'était un match de foot, on a quand même passé et voté la première partie du PLFSS. Vous aussi vous vous projetez. Bien sûr nous aussi on se projette. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut dire la vérité et qu'il faut expliquer. Disons la vérité. Léonore Carrois, disons la vérité. Mais je dis la Bien vérité. sûr. Si on n'a pas de budget, il y a des investissements qui sont nécessaires, qui ne pourront pas être faits. Vous parliez de la protection de nos concitoyens. On parle par exemple des prisons de haute sécurité. On parle de beaucoup de choses qui sont prévues pour l'an prochain, qui visent à protéger les Français, qui ne peuvent pas être faites dans le cadre d'une loi spéciale. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un shutdown à l'américaine, ça ne veut pas dire que ça sera la fin des haricots. Il y a une personne qui a voté le budget en attendant. C'est pas voter le budget, c'est là où il faut être précis. C'était la partie 1 du PLF, donc du projet de loi de finances, à l'Assemblée, qui de toute façon va revenir après son passage au Sénat. Ou plouf, on recommence. Pardon, mais c'est pas plié. Le jeu est pas plié. Donc vous êtes optimiste. Il faut. Gilles-William Goldnadel vous regarde avec lui, peut-être qu'il l'est pas. Un sourire malicieux. Oui, malicieux, mais qui n'a rien d'ironique. Bon, je pense que c'est un exercice obligatoire pour une ministre en place de dire cela. Mais courageuse, hein. Oui, elle est courageuse. Et elle vient à Europe 1 pour nous dire la vérité. Elle est éloquente et elle est sympathique. Ceci posé, je parierais bien avec elle que ce budget ne sera pas voté par le Parlement et qu'il y aura des ordonnances. Et très sincèrement, c'est pas très courageux de ma part, tellement c'est plié. Mais il n'y a qu'un seul responsable. Je voudrais surtout pas vous être désagréable, mais il n'y a qu'un seul responsable. Ses initiales, c'est EM. C'est celui qui a fait la dissolution. Tout le reste n'est que bruit. Très sincèrement. Moi, sur ce point, j'aimerais vous dire que ce serait regrettable qu'on en arrive là, parce que
On est dans une situation dans laquelle on a un Parlement qui est très divisé, qui résulte du vote des Français, qui ont voté massivement après la dissolution. Ça peut vous plaire, pas vous plaire. Moi, j'étais parlementaire jusqu'à il y a un mois. Je peux vous dire que c'était pas facile d'être à l'Assemblée avec 11 groupes, qui en plus, chaque groupe prend la parole, les explications sont très longues. Tout est alourdi par la présence, non pas d'une majorité et d'une opposition, comme on l'a vu dans quasi la totalité de la Ve République, mais par cette nouvelle configuration. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est quand vous avez un Premier ministre qui dit « Moi, j'assume d'être dans une situation tout à fait nouvelle. Je ne pense pas avoir de majorité à l'Assemblée, je n'en ai pas, et je vais laisser le Parlement faire son travail. » Vous me dites, parce qu'on a rejeté la première lecture d'une partie du projet de loi de finances, alors que vous avez 2 budgets qui sont examinés en parallèle, il y a 2 lectures, il y a le Sénat et il y a l'Assemblée, que ça serait fini. Permettez-moi de croire que les parlementaires ont quand même à cœur l'intérêt de leur pays, pourront se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. On a vu d'ailleurs des votes intéressants à l'Assemblée sur les petits colis, sur la taxation des géants du numérique. Il y a des choses qui se sont passées, il y a des groupes qui se sont retrouvés. Moi, je veux encore être optimiste parce qu'en plus, si on ne l'est pas, si on se dit finalement c'est plié, on risque aussi de se retrouver dans une situation dans laquelle on ne peut pas faire les investissements qui sont nécessaires pour la sécurité des Français. Un mot sur le sondage Odoxa. C'est pas un sondage CSA, hein, c'est un sondage Odoxa qui donne Jordan Bardella vainqueur contre tous les candidats au 2e tour. Votre commentaire là-dessus ? C'est beaucoup trop tôt pour penser à la présidentielle. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le fait qu'on soit obsédé par cette élection présidentielle, toutes et tous autant que nous sommes, c'est aussi un sujet, parce qu'on a des choses à faire aujourd'hui pour la France, pour notre pays. C'est valable pour votre camp aussi. Il y a beaucoup de gens dans votre camp. J'ai dit toutes et tous autant que nous sommes, alors que moi-même, je n'y pense pas. C'est un message pour Gabriel Attal, non, par ce que je veux vous dire, c'est que quelque part, il faut se détacher de ce moment qui arrivera en 2027. Il faut se concentrer sur le temps présent. Et lorsque vous avez des partis comme le Rassemblement National, mais aussi comme la France Insoumise, qui vous disent finalement... Vous mettez dans le même panier ? Je les mets pas du tout dans le même panier, mais je vous dis parce que les deux disent la même chose sur ce sujet-là, à savoir, il faudrait repartir en élection, il faudrait dissoudre l'Assemblée, etc. Moi, je suis en train de vous dire, c'est pas l'intérêt des Français que de repartir dans cette séquence-là maintenant. Il y aura cette séquence dans 1 an et demi. L'intérêt des Françaises et des Français, c'est qu'on ait un budget à la fin de l'année. Merci Madame la Ministre, Eleonore Carrois, d'avoir été avec nous sur Europe 1, 19h43. Vous retrouvez Au cœur de l'histoire en podcast chaque jour, le récit de personnages, monuments, événements. Et demain, mercredi 26 novembre, l'Aiglon, le fils de Napoléon, à suivre bien sûr sur l'appli Europe 1 et les replays sur le site et toutes les plateformes d'écoute. Nous, on revient dans un instant avec Gilles-William Goldnadel et Hélène Rouet pour les débats d'Europe 1 Soir. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.